de lumière qui connaît l'infinité des secrets de Mériniel. Oyez, oyez, Féo, au sujet de Mériniel, du royaume qui veille sur les océans, et bienvenue pour le 6e épisode de ces chroniques. Alors, je suis toujours très heureux de pouvoir retrouver les lecteurs de la saga des Chevaucheurs du Vent, les curieux, les amis qui aiment à me suivre sur ces chroniques qui ont démarré tout récemment, puisque au début du mois de mai, nous avons commencé, mais c'est déjà la 6e chronique aujourd'hui, consacrée au décret de Mélaniel. Alors Mélaniel est un personnage que nous avons déjà rencontré au tout début, lors de la controverse des mages, à ceci près qu'il ne s'est encore jamais exprimé et qu'il occupe cette figure très protocolaire de doyen du conseil. Une fonction que même une partie de ses collègues ne connaissent pas vraiment, tant habituellement Mélaniel ne dit pas un mot, reste perdu dans la contemplation des étoiles, dont la lumière filtre à travers le dôme d'émeraude de la plus haute salle du palais d'Eliumangar. La controverse des mages, vous vous en souvenez, a démarré lors du 3e épisode, suite à la mort du roi Eliumangar qui s'est éteint après 500 ans de règne. Or, vers la fin de son règne, Eliumangar s'était marié à une jeune reine décédée avant lui au bout de 80 ans, mais qui lui avait donné étrangement vers la fin de sa vie de femme mortelle 3 fils. Le prince Meskener, qui est l'aîné et dont nous parlions lors de l'épisode précédent, dans la mesure où Meskener est l'ami du comte Andrette qui a été possédé par l'ange noir Libaniel envoyé par le serpent des nuées. Meskener donc, est né il y a 28 ans et 10 ans plus tard, la reine Myrla a donné naissance à un prince vaillant, courageux, qui est le prince Eloël. Quelques années plus tard, 4 ans précisément, Myrla donnait naissance à son dernier fils, le prince Ravengard, qui jouera un rôle très important dans la saga, qui, au début de l'histoire, est âgé de seulement 14 ans, et en dépit d'une apparence physique très mature, il est de haute taille, d'une constitution déjà très robuste, en fait, il a conservé une âme d'enfant et se plaît à la compagnie des fées, des sylphes, des ondines, de tous les êtres élémentaires qu'il lui est permis de côtoyer en s'évadant du palais pour rejoindre le bois des saules. Alors, la controverse se poursuit et les mages donc, discutent. Il semblerait que l'alchimiste Athanor, qui souhaitait utiliser sa science, son art, pour ressusciter son vieil ami Eliumangar, ait abandonné sa tentative, ses velléités, en raison de l'opposition notamment de l'ambassadeur des sorciers de l'Aube, qui tient l'alchimie en général, et surtout la résurrection des morts pour une offense faite aux 7 dieux du soleil. En tout cas, Athanor, s'il médite un tel projet, n'en parle plus. En revanche, les mages délibèrent sur différentes hypothèses en ce qui concerne la succession d'Eliumangar. Et il semble que la controverse s'articule autour des prétentions au trône respectives de Meskener et d'Eloël. Le vieil enchanteur Mahardast, qui était endormi au début de la controverse, semble tout à fait éveillé et rit aux blagues de corps de garde du prince Grace.
Donc le vieil enchanteur qui est connu pour dormir souvent par intermittence lors des débats qui se jouent au sein du Conseil des Neufs, est là tout à fait éveillé et semble enclin à prendre le parti de Grace qui soutient les prétentions au trône du prince Éloy. Alors, c'est pas très étonnant en dehors de la sympathie mutuelle que peuvent avoir Mahardast et Grace, dans la mesure où le petit clan des enchanteurs des montagnes, que malheureusement on ne trouvera pas lors du tome 1, mais que l'on retrouve dans la suite de la saga aujourd'hui en cours d'écriture. Ce petit clan, on sait, parce que c'est quand même dit au début de l'histoire, lutte contre la domination, la cruauté, la barbarie des trolls des montagnes qui ont envahi la chaîne de corail, qui est la frontière entre le continent et l'océan du Nadir où se trouve la cité marine. D'ailleurs, nous dit-on, ou plutôt c'est moi qui le raconte, au début de la saga, 3 des trolls les plus puissants, puisqu'ils ont 9 têtes, ont rejoint l'armée d'Ahriman. Et d'ailleurs, nous verrons dans la suite comment 2 d'entre eux jouent un rôle tout à fait prédominant au sein de l'armée qui s'est échappée de Arnar, et que le 3e joue un rôle assez analogue. Nous verrons ce qu'il en est de ce troll aux 9 têtes qui semble avoir déserté cette armée, et pourquoi. Mais revenons sous le dôme d'émeraude du palais d'Eliumangar. Il y a donc cette controverse, cette dispute. On ne sait pas quelle parti va prendre Sankiel, le grand prêtre de la lumière, qui sourit sur son trône de pierrerie, le visage éternellement jeune rayonnant dans la pièce. On ne dit pas mot de la prise de parole de l'émissaire des fées du bois des saules, la jeune Ypriel, qui n'apparaît guère, à ce moment-là paraît très effacée pour l'instant. C'est peut-être dans sa nature comme dans celle des fées, d'un grand pacifisme et d'un grand amour, que de ne pas se mêler à des joutes verbales. Quant à la vieille reine des magiciennes des plaines, qui représente en personne son clan, la reine Ketsé, elle prend toujours un temps pincé, n'aime pas beaucoup les débordements ni s'exprimer pour ne rien dire, mais c'est rappeler à l'ordre ses collègues masculins notamment, se référant continuellement à l'étiquette et aux règles non écrites qui ont fondé le royaume de Merinkiel sous l'autorité d'Eliumangar. On en est là de cette dispute alors que Mélaniel se lève de son siège, lève les yeux au ciel, et alors que ses longs cheveux blancs semblent s'élever au-dessus de ses épaules, faisant songer peut-être à cette image biblique de Moïse, toujours est-il que Mélaniel prononce un bref discours ordonnant que l'on envoie les 3 princes vers une quête. Et alors que tous se demandent mais qui va être le prochain roi, Mélaniel objecte que c'est la forêt des Marches vers laquelle il va les envoyer qui décidera de l'ordre de succession. Tout le monde est stupéfait et le grand mage Mérendis est furieux. Il est furieux parce que ça a été très difficile pour lui, bien que plus jeune que Mélaniel, de parvenir à cette position et d'occuper une véritable fonction du vivant même du roi Eliumangar, puisqu'au début il a été nommé au conseil sur recommandation de la reine Myrla. Il en est devenu le grand mage,
un rôle au début protocolaire, et il a fallu qu'Eliumangar lui fasse peu à peu confiance. Sans doute la double guerre que menait Eliumangar contre le serpent des nuées de longue date, puis depuis 2 ans contre Ahriman qui avait pris la forme du dragon des enfers, l'occupe suffisamment sur le front pour qu'il consente à déléguer des fonctions administratives, organisationnelles à Mérendis. Et Mérendis voit qu'en quelques secondes, Mélaniel, qui pourtant l'a laissé faire durant des décennies, vient de reprendre le contrôle du Conseil. Alors, c'est... voilà, on voit qu'il contient sa fureur, se demande pourquoi Mélaniel intervient absolument à ce moment-là, mais il sait ce que Kensei n'a pas besoin de rappeler, c'est que la prééminence spirituelle, et même l'autorité suprême du Conseil, appartient en fait à Mélaniel, même si durant toute cette période, il avait choisi de ne pas en faire usage. Mérendis descend donc l'escalier 4 à 4. D'abord, il sort par la porte des audiences. Je décrirai plus tard cette salle du dôme d'émeraude avec ses différentes portes. Mais la porte des audiences, c'est celle par laquelle un visiteur peut être admis en audience devant le Conseil des 9 mages ou naguère même devant le roi. Il fait sursauter les 2 chevaliers qui sont commis à la garde de cette porte, descend l'escalier 4 à 4, entrouvre sa robe violette de mage sous laquelle se trouve une tunique brune et une armure en fait de cuir et des bottes, car c'est un mage guerrier comme l'était aussi Eliumangar, même s'il s'est confiné à une tâche d'administrateur pour l'essentiel, et il surgit dans le bureau du grand chambellan Meriadoc. Le vieil homme très digne, très attaché à sa charge, très concentré sur son travail, sursaute, alors que un si grand personnage que le chef du Conseil des Neufs surgit dans l'étude de Meriadoc. Et il ordonne à chambellan d'aller trouver le prince Eloël et ainsi que son frère Armigard pour les faire mander devant le Conseil des Neufs, cependant que lui-même se charge d'aller convoquer Meskener devant le Conseil. En chemin, Mérendis a croisé des chevaliers à sonder leur cœur, en particulier le capitaine Hubert, et en a acquis la conviction que les chevaliers allaient soutenir Eloël. Le lecteur peut penser que Mérendis souhaite en fait secrètement soutenir Meskener, mais en réalité il ne prend pas parti, car en fin politique, il ne veut pas perdre sa position et se ralliera forcément à celui qui sera considéré comme le futur roi. Meriadoc sort donc de son bureau, croise la commandante en second des chevaliers, la seconde d'Eloël, qui doit être à cette heure-ci, comme aucun raid n'avait été ordonné, sur le chemin de ronde supérieure, et alors que cette belle Amazone aux cheveux roux qu'on retrouvera plus tard et dont le nom sera indiqué, il s'agit d'Adrana, qui sera un des personnages importants des 4 premiers livres, qui exercera d'ailleurs, j'en dis un mot, mais même une forme de régence à un moment donné de l'histoire. Donc Adrana se voit ordonné par Mérendis d'aller immédiatement quérir le prince Eloël pour l'informer qu'il est convoqué devant le Conseil des Neufs. Meriadoc ordonne Adrana, puisque Mérendis, lui, est allé convoquer Meskener. Meriadoc se rend alors lui-même dans les appartements de Ravengard. Il franchit une immense salle de bain où se trouve un
immense bassin alimenté par la bouche d'un farfadet. Alors sur l'image réalisée à l'intelligence artificielle, on voit un homme s'y baigner, mais en fait le bassin est alors désert. Il entre il essaye d'entrer une première fois dans la chambre de Ravengard, et la porte est verrouillée. C'est une lourde porte de bois d'orme, et il faut toute une technique qui est décrite. Meriador doit se représenter le dessin intérieur de la porte, accomplir certains gestes, appuyer plusieurs endroits de la porte pour la déverrouiller. Et c'est alors qu'il parvient à ouvrir cette chambre qui avait été verrouillée alors que ce n'était pas normalement l'usage, sans doute pour se prémunir des escapades de Ravengard. Mais là, la chambre. Et Meriador est évidemment très contrarié, mais en plus, il est mort de honte, effrayé aussi de ce qui compte lui arriver, car pour lui c'est un grand manquant. Et lorsqu'il en rencontre au grand mage Mérindis, il s'attendait à ce que le grand mage se mette dans une colère noire. Mérindis réprime sa colère, marmonne quelques paroles inintelligibles et charge Meriador de le rechercher. Meriador se rend compte alors qu'il n'est pas encore destitué, ce à quoi il s'attendait, et va s'entraîner à rechercher. Où est donc ce prince Ravengard? Nouvelle escapade sans doute. Toujours est-il que Meriador doit le retrouver. Les princes semblent ignorer à cette heure que leur père est décédé. Il faut le leur annoncer, et en annonçant, sur décision, sur décret de Meriador, les envoyer en enquête. Je vous remercie d'avoir écouté cette nouvelle leçon, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette de ces chroniques de Meridiel qui racontent la saga des choses.